Le géant Amazon lance l'un des plus grands plans de licenciement de son histoire. One of Australia's biggest tech companies, Atlassian, today said it will cut 10% of its global workforce. Hier encore, c'est Goldman Sachs, la banque, qui déclarait stopper les embauches, le temps d'évaluer l'impact de l'intelligence artificielle. Shares in payments firm Block surged 24% in extended trade after the company announced plans to lay off almost half its workforce. Il y a quelques semaines, il y a eu Accenture, qui avait, le géant du conseil, qui avait annoncé une suppression de 12 000 emplois. Tout le monde parle de l'IA et de son impact actuel sur le marché du travail, mais dans les 5 prochaines années, la vérité c'est que les data analysts vont très certainement vivre l'âge d'or du domaine en termes de productivité avec l'aide de l'IA. On peut voir ça comme l'armure d'Iron Man, un outil qui nous donne en quelque sorte des super pouvoirs, ce qui fait que la menace n'est pas vraiment dans le court terme, elle est plus dans le moyen-long terme, puisque dans les 5 à 10 prochaines années, on risque de ne plus reconnaître le métier tel qu'il est actuellement, et je suis bien incapable de donner une idée de ce à quoi il ressemblera, ou s'il existera encore. C'est globalement la conclusion à laquelle j'arrivais dans la vidéo précédente. La mauvaise nouvelle, c'est que ça signifie qu'apprendre un métier une bonne fois pour toutes ne suffit plus à se garantir un avenir. Mais la bonne nouvelle, c'est que les transformations qui arrivent ouvrent des opportunités de fou furieux. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que t'as pas besoin de 5 ans pour apprendre le métier de data analyst. Je l'ai appris en 2 ans, en me formant 1 heure tous les jours, et maintenant avec le recul, et même si c'est plus facile de dire ça maintenant qu'on y est, je pense que j'aurais pu le faire 2 fois plus rapidement et potentiellement encore plus vite si j'avais pu mettre plus d'1 heure de formation chaque jour. Maintenant, comme je l'ai dit, selon moi, tu peux plus apprendre un métier une bonne fois pour toutes et considérer que tu feras toute ta carrière dedans. Je sais que c'est le paradigme dans lequel la société a évolué dans les 70 dernières années et dans lequel on a grandi, mais je pense sincèrement qu'il est révolu. J'évoquerai ce qui pour moi est la clé de ce nouveau paradigme dans une prochaine vidéo qui s'appellera quelque chose dans le genre de les compétences du futur sont celles du passé et qui donnera une vision un peu plus globale, pas centralisée sur la data, mais aujourd'hui je vais justement faire ça, me focaliser sur ma stratégie personnelle dans la data pour survivre et gagner sur le long terme et qui va se découper en 3 axes. Mais avant qu'on commence, qu'on rentre dans le vif du sujet, salut! Merci beaucoup d'être venu m'écouter et de me confier une partie de ton temps. Moi c'est Jask, je suis data analyst junior à Barcelone et après, comme qui dirait un mauvais choix en école de commerce, je me suis formé en partant de zéro pour rentrer dans la data. Le but de cette chaîne, c'est t'aider à faire pareil, de te partager ma vision du futur et de te montrer ce sur quoi je travaille, dans le but ultime d'avoir le plus de contrôle possible sur ma vie. Le but de ma vie professionnelle actuellement, c'est d'avoir mon entreprise et de pouvoir en vivre, et j'ai plusieurs pistes pour ça. Le but, c'est aussi de te montrer ça sur cette chaîne. Voilà, les présentations sont terminées, merci encore d'être ici. Avant de te donner les 3 axes sur lesquels je travaille et que je vais continuer à approfondir dans le futur, il faut comprendre la base sur laquelle reposent ces arguments. Partie 1, 2 constats derrière lesquels se cache une révolution. En 2007, Apple dévoile au monde l'appareil qui va façonner notre mode de vie moderne. Si tout le monde est persuadé que le tactile va révolutionner la téléphonie, on peut maintenant affirmer que le vrai tournant, c'est l'accès à Internet. On a maintenant accès à Internet depuis n'importe où, à n'importe quel moment. À partir de là, les réseaux sociaux se développent rapidement et une large portion de notre vie se déporte sur nos téléphones, à tel point que le français moyen passe 3h30 sur son téléphone par jour en 2023. C'est le premier constat. L'omniprésence de la technologie, en particulier des smartphones, de l'IA et des réseaux sociaux. Le deuxième constat, il est juste devant nos yeux, c'est celui dont on parle énormément ces derniers temps, c'est que l'IA générative augmente chaque jour l'accessibilité au domaine technique. En créant une nouvelle couche d'abstraction, elle démocratise l'accès au code. Partie 2, ce que ça signifie pour les data analysts. Le deuxième constat, la démocratisation du code, implique quelque chose de logique. On va irrémédiablement assister à une érosion de l'importance des compétences techniques. C'est une rupture importante, comme je le disais dans la vidéo « Apprendre la data analysis en 2026, est-ce que ça vaut toujours le coup ?» La toute première vidéo de cette chaîne. L'attrait de la data, à la base, réside dans le salaire attractif, faut pas se mentir, mais aussi dans la clarté du chemin à parcourir pour y accéder. Tu sais que si tu apprends un certain set de compétences, tu vas avoir les requis pour être embauché. Le métier au niveau junior, typiquement, se base principalement sur des compétences techniques qui sont hautement valorisées. Et si tu maîtrises ces compétences, tu sais que tu vas avoir un travail. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'avec l'arrivée de l'IA générative, ces saintes compétences techniques, et notamment les compétences de coding, vont être moins importantes. Donc, par opposition, ça veut dire qu'il y a des compétences qui vont les supplanter. Le problème, c'est qu'une bonne partie de ces compétences qu'on va développer est de plus en plus difficile à développer face au premier constat, celui de l'hyperconnectivité. Pour faire simple, les compétences qui garantissaient un emploi perdent en importance et les nouvelles compétences requises sont beaucoup moins tangibles, donc plus difficiles à cultiver, difficultés renforcées par nos modes de vie. Bon, j'ai conscience que c'est un peu flou. C'est pour ça qu'on passe à la partie 3, ma stratégie pour ne pas être laissé derrière et même être meilleur que les autres. Donc on a dit érosion de l'importance des compétences techniques. Ça, pour moi, c'est la transformation la plus certaine dans les prochaines années. On est déjà en train de la voir.
À partir de là, il y a 2 types de profils. Le premier, c'est celui qui veut rentrer dans la data. Si c'est ton cas à court terme, je peux me tromper, mais je pense qu'il n'y a pas de gros changements pour toi. Pour être passé par les processus de recrutement récemment, je peux t'assurer que si tu comptes rentrer dans le milieu dans un horizon 1 à 3 ans, il n'y a rien qui change pour toi. Encore une fois, je peux me tromper, mais c'est ma take. Si c'est ton profil, celui qui veut rentrer dans la data, ton premier objectif, ça doit être de décrocher ton premier taf, de mettre un pied dans la porte. Pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut que tu apprennes SQL et sa logique, que tu sois bon dedans sans IA, que tu te formes sur les principes de base de données relationnelles, de data warehousing, et que tu sortes un vrai joli projet de data analysis, et je dirais même bonus pour les projets d'analytics engineering. Pourquoi ? Parce qu'ils indiquent que tu vas mieux comprendre une architecture data et mieux évoluer dans une culture data que le data analyst pur et dur. L'idée, c'est que je vois mal les processus de recrutement changer drastiquement sur ce laps de temps, tout simplement parce que on ne sait pas comment va évoluer le taf actuellement. On sait qu'il va évoluer, mais on ne sait pas comment. Et on va forcément mettre un peu de temps pour s'adapter. Donc, une fois que tu as ton premier taf, tu entres dans le deuxième type de profil, ceux qui sont dans le milieu et qui veulent se développer pour ne pas être laissés derrière. Là, je mets ma pancarte, attention, c'est mon avis, l'avis de quelqu'un qui vient de rentrer dans la data, qui est junior. Il y a peut-être des gens qui ont beaucoup plus d'expérience et qui ont des takes radicalement différentes. Comme je l'ai dit, là, ça va être mon plan pour ne pas être laissé derrière, les actions que je vais prendre. J'espère que ça pourra vous aider. Je le répète, mais d'ici 1 à 3 ans, pour moi, il n'y a pas de gros changements. Par contre, à partir de l'année 3 jusqu'à l'année 5, pour moi, on commence à devoir s'adapter rapidement. Puisque les compétences purement techniques vont perdre en importance, je vois 3 axes majeurs à développer. Axe 1, les compétences sociales. Le premier axe, ce sont effectivement les skills sociaux. J'entends par là les compétences conversationnelles, l'éloquence, la gestion de conflits, toutes ces compétences qui font de toi un humain respecté, avec qui on a envie de travailler et qui contribuent à orienter toute la boîte dans la bonne direction. Quand on parle de ces compétences, les gens en général pensent que c'est un peu du bullshit, c'est du baratin d'école de commerce, des soft skills, parce qu'ils s'imaginent que la personne derrière, c'est un gus absolument pas compétent mais qui parle bien. On parle pas de ça, on parle d'être bon en data, mais de se différencier par l'aisance sociale. Si je suis bon et que j'ai une bonne relation avec les parties prenantes de la boîte, qui me respectent, que je sais faire valoir mes idées, qu'on rigole, c'est important, que les gens aiment travailler avec moi, je sais qu'on me confiera plus de travail qu'à celui qui est moins à l'aise. De la même manière, si je me force à aller à la rencontre des autres, même en dehors de l'entreprise, et que j'ai des contacts plus positifs que la majorité des gens, quand il va y avoir des opportunités, il y a de fortes chances qu'on me contacte moi, ou en tout cas qu'on pense à moi. En fait, il faut bien se mettre dans la tête que, d'un point de vue employeur, un mec qui est pas bon techniquement, tu peux toujours le former. S'il y a de la bonne volonté, tu peux toujours le former. Il y en a qui n'ont pas envie de le faire, mais tu peux toujours le former. Par contre, un mec qui fait vivre un calvaire à ta boîte humainement, tu pourras rien faire contre, ça va être un poison. Tu vas perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. Donc, s'il y a un aspect vraiment où tu veux pas te tromper quand tu recrutes, c'est sur l'humain et sur les compétences sociales. Par ailleurs, si on élargit un peu, c'est un ensemble de compétences qui sont un cheat code pour la vie au global. La vie est clairement plus facile et plus fun quand on est capable de nouer des liens avec des gens, de s'amuser, de découvrir des nouvelles personnes, de parler avec des inconnus. J'irai même plus loin, je pense que c'est la compétence qui va gagner en valeur à coup sûr, notamment du fait du premier constat qu'on a évoqué, l'hyperconnectivité. Typiquement, il n'y a qu'à regarder autour de nous dans le métro, on passe un temps fou sur nos écrans, et attention, je ne fais pas exception à la règle, c'est pour ça que c'est un des axes sur lesquels je vais travailler, que je suis en train de travailler. On est de plus en plus déconnecté des autres, on évoque même la possibilité d'interagir avec des IA comme contact social, c'est dire la dinguerie. Alors pour moi, c'est pas difficile d'imaginer qu'on passe en fait plus tant de temps que ça à exercer notre muscle social. Pourquoi ? Parce que c'est devenu facile d'évoluer dans le monde en évitant les interactions inconfortables. Donc effectivement, je pense que ceux qui prennent le contre-pied de cette tendance, ils vont être rares et ils vont gagner énormément en valeur. Axe 2, le travail en profondeur. Le deuxième axe prend lui aussi le contre-pied des tendances actuelles. Déjà dans les années 70, où pour communiquer à distance avec des amis, on devait globalement utiliser le seul fixe de la maison. Tu vois, dans Stranger Things, quand Joyce Byers, elle attend un coup de fil de Will qui est dans le monde à l'envers, c'est ce téléphone qu'on devait utiliser. On devait soit utiliser ça, soit une cabine téléphonique, ou bien envoyer une lettre. Déjà à ce temps-là, l'économiste Herbert Simon formule l'idée d'une économie de l'attention. Je cite, « Dans un monde riche en informations, l'abondance d'informations entraîne la pénurie d'autres choses, la rareté de ce que consomme l'information. » Ce que l'information consomme est assez évident, c'est l'attention de ses destinataires. Donc une abondance d'informations crée une rareté de l'attention et le besoin de répartir efficacement cette attention parmi la surabondance des sources d'informations qui peuvent la consommer. L'abondance d'informations crée une rareté de l'attention. Et ça, Herbert Simon le dit en 1971. Même si on ne sait pas quel était le volume de données créé chaque année à l'époque, on estime que depuis 1986, donc à partir de 15 ans après cette fameuse déclaration, le volume de données stockées dans le monde est passé de 2 exabits à 200 zettabytes.
Pour ceux qui, comme moi, n'avaient aucune idée de ce que ça représentait, en d'autres termes, on a fait fois 100 000. Posons-nous et imaginons juste la tête d'Herbert Simon s'il savait que ce qu'il appelait déjà économie de l'attention s'est amplifié d'un facteur 100 000. Actuellement, on est en plein dans l'abondance d'informations que Simon décrivait. Et la conséquence est tout aussi vraie, l'attention devient de plus en plus rare. Concrètement, on a une domination ces dernières années des contenus courts qui, on le sait, fragmentent massivement notre attention. On supporte extrêmement mal l'ennui et le résultat, c'est que la capacité de concentration et de réflexion va devenir, et est peut-être déjà, une ressource extrêmement rare. Par ailleurs, sur le sujet de la concentration et de la production d'un travail de valeur, je conseille le livre Deep Work de Cal Newport, qui est un énorme best-seller, donc je ne suis pas le premier à en parler, mais qui est sorti en 2016. Et on voit bien que la tendance et le constat qu'il fait dedans, à savoir que notre attention est de plus en plus fragmentée, ce qui nous rend toujours moins capables de produire un travail de valeur, autrement dit pour lesquels les gens paient au final, ce constat ne s'est pas inversé, il s'est même accéléré. Donc la triste opportunité majeure de l'IA, c'est qu'on va arriver dans un monde où 95% des gens externalisent l'effort de pensée, s'abreuvent de contenus courts et peu profonds, et sont peu capables en réalité de réfléchir par eux-mêmes et donc de produire une réflexion de valeur. C'est pas un constat joyeux, c'est assez déprimant par ailleurs, mais je préfère objectivement essayer de faire partie des 5% des gens qui bénéficient de ce gros bordel, et pour ça, il faut cultiver son aptitude à se concentrer et à réfléchir. Donc ça peut paraître nébuleux et flou comme idée, mais concrètement, c'est la différence entre une personne qui travaille lentement, de manière peu efficace, qui fait des erreurs, qui a du mal à apprendre, et une personne qui fait tout l'inverse, et en résultat, qui devient bon et valorisé dans son travail. Comment tu peux essayer de cultiver cette compétence ? Honnêtement, je suis pas le mieux placé pour parler, parce que je sais que c'est une bataille que je mène chaque jour et que je perds souvent. Donc encore une fois, je te redirige vers Cal Newport pour ça, mais je dirais que remplacer tout ce qui est consommation de contenu par des alternatives plus longues, plus profondes, plus nuancées que celles qu'on a actuellement, c'est une bonne antidote. Typiquement, si on considère le stack média des gens de ma génération, je suis né en 2000, c'est les vidéos courtes et moyennes, donc j'entends entre 5 et 10, 20, 30, allez 40 minutes sur YouTube, TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts pour les formats scroll, entre guillemets, et lire des articles de presse, mais sans forcément rentrer dans le détail. Bien, on peut se dire que partant de ça, pour cultiver sa concentration et sa capacité de réflexion, on peut lire des livres, regarder des vrais films et des documentaires, en tout cas de la vidéo qui demande un effort d'attention soutenu, long, ne pas écouter de musique en travaillant, ça c'est un vrai truc. J'avais fait une vidéo dont je pourrais mettre le lien sur sur ce sujet. Non, je la referai. Vous savez quoi, je la referai. Bref. Ne pas écouter de musique en travaillant, ça a un gros impact sur la productivité et sur la concentration. Et bonus, je dirais, écrire. Je pense sérieusement, on n'est pas obligé de tout faire, mais je pense qu'en cultivant ces compétences de concentration et de réflexion, sur le long terme, on battra ceux qui ne le font pas. Axe 3, devenir un généraliste. Et enfin, le troisième axe, il est plus propre à la data à proprement parler, et c'est étendre son domaine de compétences et de connaissances aux autres expertises data. Qu'est-ce que ça signifie ? Tout simplement passer de data analyst à data généraliste. Encore une fois, si l'IA te permet d'abattre plus de travail et de combler tes lacunes techniques, c'est une énorme opportunité pour devenir l'homme qui sait tout faire. Et quand tu sais tout faire ou que tu comprends tout, tu peux faire plus que les autres, donc tu ne seras pas le premier à être remplacé dans un premier temps. Tu peux prendre plus de responsabilités et gérer des projets plus complexes et donc monter au sein de ta boîte. Par ailleurs, j'en parlerai peut-être plus en profondeur dans une autre vidéo, mais c'est une de mes takes perso et l'un des trucs dans lesquels je crois énormément. Le problème de la data et de la tech en général jusqu'à maintenant, c'est que c'était inaccessible aux petites entreprises parce que, 1, c'était pas leur culture, 2, t'avais besoin au minimum d'un dev et ou d'un data eng pour accéder à la donnée, et d'un ou plusieurs data analysts pour l'exploiter. Demain, si la partie coding est à peu près externalisée, une personne va avoir la force de frappe de 4 ou 5, donc là où avant investir dans la data ça coûtait au bas mot 4-5 équivalents temps plein, ça ne coûte plus qu'une personne, et donc la data trop chère dans le passé s'ouvre aux petites entreprises. Donc là, on va voir très certainement de la destruction d'emplois dans les grandes entreprises, je vois pas mal de créations dans les petites. Donc qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Ça signifie que malheureusement, il est fort probable que savoir simplement manipuler et analyser de la donnée ne soit plus suffisant. En revanche, savoir manipuler et analyser de la donnée en plus de savoir créer des architectures data, automatiser des solutions, orchestrer des pipelines, entraîner des modèles de machine learning, mettre à disposition des dashboards, faire de l'analyse. En gros, tout ce qui est à la fois data engineer, data scientist et data analyst, ça va vraiment avoir de la valeur.
Donc pour moi, l'avenir du métier, il n'est pas dans la technicité, il est dans le fait de pouvoir répondre aux vrais problèmes d'une boîte en data, peu importe la situation. J'en parlerai plus dans une vidéo dédiée. Encore une fois, c'est le concept de One Person Data Team dans lequel je crois beaucoup. Mais pour moi, ça passe par une formation continue aux fondamentaux de chacun de ces composantes de la data. Et là, tu vas me dire, mais je peux pas apprendre tous les métiers de la data. Vrai. C'est pour ça que si tu veux faire carrière dans la data, et encore une fois, je remets des énormes guillemets sur faire carrière, je pense qu'on est dans un paradigme où personne ne sait ce qu'il va être amené à faire dans les 5 à 10 prochaines années. C'est pas marrant, mais la meilleure stratégie pour moi, c'est d'essayer de saisir des opportunités qui vont faire qu'on va être plus indispensable que les autres dans le futur. Mais ça veut dire que demain, tu me dis, est-ce que je dois faire une carrière dans la data? Je te dirais, je sais pas s'il y a encore des carrières dans la data. Demain, tu me dis, je veux faire une carrière dans le marketing, je ne sais pas s'il y a encore des carrières dans le marketing, premier degré. Donc encore une fois, c'est toujours le même principe, c'est est-ce qu'on croit dans le fait que dans 10 ans, il y aura encore nos métiers? Si ce n'est pas le cas, est-ce que ce ne sera pas le sort de tous les autres métiers qui se font devant l'ordinateur? Je radote, mais bref, si tu veux faire carrière dans la data, dans tous les cas, ta priorité, ça doit être de rentrer dans le milieu. Et le plus facile pour ce faire, c'est de décrocher un boulot de data analyst. Par contre, une fois que tu es data analyst, t'as pas le temps de t'endormir. Tu fonces sur des compétences de data engineering ou de data science et tu mènes des projets là-dedans pour devenir le data généraliste dont tout le monde va avoir besoin dans le futur. Donc voilà ma stratégie. 1. Devenir très bon socialement. 2. Surdévelopper ma capacité de concentration et de réflexion. Et 3. Étendre mon expertise à tout le spectre data. Si tu veux speedrun ta formation en data, je propose des appels de mentorat gratuits dans lesquels on regarde où t'en es. On essaye de répondre à tes questions ensemble. J'essaye de t'orienter, de donner la direction qui pourrait te permettre d'aller plus vite dans ton parcours de formation. Je pense que c'est typiquement le genre de conseil dont j'avais besoin quand je me posais beaucoup de questions personnellement. Pourquoi c'est gratuit? Parce que ça me fait plaisir d'aider déjà, mais il faut aussi que je sois honnête, parce que c'est en quelque sorte un espèce d'échange de bons procédés. Moi, ça me permet aussi de savoir quels sont les problèmes que vous rencontrez, quelles sont les difficultés que vous avez, les questions que vous vous posez, les obstacles que vous rencontrez, pour potentiellement, les adresser sur la chaîne, donc ça me donne un peu des idées de vidéos aussi à faire, et potentiellement plus tard, créer une offre soit d'accompagnement, soit un produit, quelque chose qui permette à la fois de vous apporter beaucoup plus de coups de pouce, si on peut dire, de vous faire aller beaucoup plus vite, qui sera très certainement payant, mais qui en même temps sera beaucoup plus profond et me demandera beaucoup plus de travail, et qui aura plus d'impact au final que juste ces petits appels de mentorat. Donc voilà, c'est un peu la DA que j'ai pour cette chaîne et l'entreprise que j'aimerais créer avec. On verra ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sur ce, construis. Forme-toi, entraîne-toi. On se retrouve dans le futur. C'était Jask. À la prochaine.